Ma femme m'a envoyé un SMS, je vais passer la semaine chez ma mère malade. S'il te plaît, n'appelle pas, mais j'étais 2 rangées derrière elle sur ce vol et je l'ai vue s'appuyer sur un autre homme. Puis, son frère m'a envoyé un message, reste calme. Ne bouge pas. Le spectacle ne fait que commencer. Quand j'ai regardé derrière moi. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Antoine. J'ai 43 ans et voici l'histoire de la façon dont je suis devenu le spectateur de ma propre destruction, puis le réalisateur de la fin. Restez avec moi jusqu'à la dernière minute, car ce qui s'est passé quand ma femme est rentrée à la maison me donne encore la chair de poule. Mais pour que vous compreniez l'ampleur de tout cela, je dois remonter 3 semaines avant ce vol. J'ai construit ma vie de mes propres mains. À 22 ans, j'ai commencé à vendre des câbles et des ampoules sur un marché avec une table pliante et une boîte en carton. 20 ans plus tard, cette table était devenue un distributeur de matériel électrique avec 2 employés, 3 camions de livraison et des contrats avec des entreprises de construction dans toute la région. Je ne suis pas un homme riche comme ceux des magazines, mais je n'ai jamais dû un centime à personne. Je me lève à 5 heures du matin tous les jours, même le dimanche. L'entreprise était ma fierté. Mon nom valait plus que n'importe quel contrat signé, et Sophie était ma moitié, du moins c'est ce que je croyais. Nous étions mariés depuis 11 ans. Je l'avais rencontrée lors d'une soirée de fournisseurs. Elle travaillait comme réceptionniste et avait le sourire le plus apaisant que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis tombé amoureux comme un adolescent. Je lui ai construit une maison avec un jardin. Je lui ai donné tout ce qu'elle demandait, et beaucoup de choses qu'elle n'avait jamais demandées. Quand l'entreprise a grandi, elle a arrêté de travailler. Je veux m'occuper de notre maison, m'a-t-elle dit. Je trouvais ça parfait. Je trouvais que tout ce qu'elle disait était parfait. Ce fut mon premier aveuglement. Ce ne serait pas le dernier. Au cours des 2 dernières années, quelque chose avait changé. Rien d'évident, rien que l'on puisse pointer du doigt. C'était de petits détails. Sophie a commencé à se coucher plus tôt, à laisser son téléphone face contre table, à l'emmener avec elle dans la salle de bain. Quand j'entrais dans la cuisine, elle raccrochait soudainement. C'était ma sœur, disait-elle. Ou une amie de la salle de sport. Et je la croyais, parce que quand on aime, on croit. Croire est la chose la plus facile au monde quand on ne veut pas voir. Jusqu'à l'arrivée de ce conseiller financier. C'était l'idée de Sophie. Antoine, l'entreprise est trop grande maintenant pour que tu puisses tout contrôler tout seul, m'a-t-elle dit un soir en servant le dîner. Ma sœur connaît un très bon consultant. Il s'appelle Bastien. Il a aidé l'entreprise de transport à redresser ses finances. Tu devrais le rencontrer. Je faisais confiance à ma femme. Si elle le recommandait, il devait être bon. Bastien est arrivé à mon bureau un lundi matin. La quarantaine, veste bordeaux, montre brillante, poignée de main ferme. Il parlait bien des investissements, de l'optimisation, des projections. Il m'a montré des graphiques que je ne comprenais pas entièrement, et j'avais honte de l'admettre. Je lui ai ouvert les portes de mon entreprise. Je lui ai donné accès aux chiffres, aux comptes, aux contrats. Pendant 6 mois, Bastien est entré et sorti de mon bureau comme s'il n'était qu'un employé de plus. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il entrait et sortait aussi d'autres endroits. J'ai complètement ignoré le premier signe. C'était un vendredi. Je suis rentré à la maison plus tôt parce qu'un client avait annulé une réunion. Sophie était dans le jardin, au téléphone, me tournant le dos. Elle ne m'a pas entendu arriver et je l'ai entendu rire. Un rire bas et doux, le genre de rire qu'une femme ne réserve pas à une amie de la salle de sport. Quand j'ai fermé la portière de la voiture, elle a sursauté, a raccroché immédiatement et m'a serré dans ses bras trop fort. Chérie, quelle surprise, tu es rentré tôt. Ce soir-là, elle a cuisiné mon plat préféré. Et comme un idiot, j'ai pensé que j'avais de la chance d'avoir une femme comme ça. Le deuxième signe, ce fut l'argent. J'ai commencé à remarquer des mouvements étranges sur le compte de la maison. Des retraits de 736 €, de 1104 €. Toujours en espèces, toujours avec de vagues explications. J'ai acheté des choses pour la maison. J'en ai prêté à ma sœur. Un mois, c'était presque 3680 €. Quand je lui ai posé la question calmement, Sophie a eu l'air offensée. Maintenant, tu vas contrôler mes dépenses ? 11 ans de mariage et tu me traites comme une employée. Elle m'a fait me sentir coupable.
Ce soir-là, c'est moi qui me suis excusé. Elle a très bien joué son jeu. Et le troisième signe a été celui qui m'a brisé de l'intérieur. C'était ma belle-mère, Colette. Elle m'a appelé un mercredi après-midi avec cette voix douce qu'elle avait toujours avec moi. Antoine. Mon garçon, tout va bien avec Sophie? Elle semble si distante. Elle m'appelle à peine. Je lui ai dit qu'elle était probablement occupée. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone pendant 5 bonnes minutes, car 2 jours plus tard, Sophie m'a dit dans la cuisine, sans me regarder dans les yeux, que sa mère était très malade, qu'elle devait s'occuper d'elle pendant toute une semaine. Et que je ne devais pas l'appeler pour ne pas la déranger. Sa mère, la même qui m'appelait en parfaite santé, me demandant pourquoi sa fille était si distante. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, c'est là que quelque chose s'est réveillé. Il y a un moment exact où un homme cesse d'être naïf. Le mien avait une date et une heure, mercredi, 23 heures, debout devant le miroir de la salle de bain, entendant la voix de ma belle-mère en boucle dans ma tête, « Tout va bien avec Sophie ?» Elle semble si distante. Et par-dessus cette voix, celle de ma femme, ma mère est très malade. Ne m'appelle pas, 2 phrases, 2 femmes, un seul mensonge. Je devais découvrir l'ampleur de ce mensonge. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 11 ans de mariage. J'ai vérifié la boîte mail que nous partagions pour les factures de la maison. Sophie l'utilisait pour les achats, les paiements des factures, les réservations. Je ne l'ouvrais presque jamais. Ce matin-là, avec le café qui refroidissait à côté du clavier, je l'ai ouverte avec les mains froides. Et c'était là, une confirmation de vol, départ lundi à 10h40, un billet à son nom. Mais la destination n'était pas la ville où vit Colette. C'était pour une autre ville, à plus de 1000 km de chez sa mère. J'ai fixé l'écran si longtemps que le moniteur s'est éteint de lui-même. Et dans ce reflet noir, j'ai vu mon propre visage. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était quelque chose de plus froid. Comme quand on se coupe avec du papier et qu'il faut quelques secondes pour que le sang apparaisse. On voit la blessure avant de ressentir la douleur. Ma première réaction a été d'attraper le téléphone et de l'appeler, de lui crier dessus, de lui demander ce que c'était que ce foutu billet. Mais quelque chose m'a arrêté. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis reconnaissant de m'être arrêté parce que je me suis souvenu de quelque chose. 3 semaines plus tôt, lors d'un repas de famille, Romain, le frère de Sophie, me regardait bizarrement. Romain a toujours été le silencieux de la famille. Il travaillait beaucoup, parlait peu, et ne se mêlait jamais de la vie de personne. Mais ce dimanche-là, quand Sophie racontait une histoire sur la salle de sport, Romain la regardait avec une expression que je n'avais pas pu déchiffrer à l'époque. Maintenant, je sais ce que c'était. C'était de la honte. Romain regardait sa sœur avec honte. Et quand j'ai dit au revoir ce jour-là, il m'a serré la main plus fort que d'habitude. « Prends soin de toi, beau-frère » m'a-t-il dit. Pas « à plus tard ». Pas « au revoir ». Prends soin de toi. J'ai pris ça pour une phrase ordinaire. Les signes sont toujours là. On ne veut juste pas les voir. Cet après-midi-là, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Ne pas la confronter, ne pas crier, ne pas appeler, mais acheter un billet sur ce même vol et voir de mes propres yeux ce que faisait ma femme quand elle pensait que personne ne la regardait. Je suis allé sur le site de la compagnie aérienne, le cœur battant à tout rompre. Il restait peu de sièges. J'ai choisi une place à l'arrière, côté couloir, rangée 23. D'après le plan de la cabine, la sienne était à la rangée 21. J'ai payé 312 € pour ce billet, les meilleurs 312 € que j'ai jamais dépensés de ma vie. Les jours précédant le lundi furent les plus longs dont je me souvienne. Je devais agir normalement, prendre le petit déjeuner avec elle, lui demander comment allait sa mère, écouter ses réponses avec le visage d'un mari inquiet. Et que disent les médecins, ai-je demandé samedi pendant qu'elle pliait des vêtements pour sa valise. Sophie n'a même pas scié. Qu'elle a besoin de repos et de compagnie. C'est pour ça que j'y vais pour toute la semaine. Pauvre maman. Elle a plié un chemisier de couleur corail que je ne lui avais jamais vu. Neuf, avec l'étiquette. On n'apporte pas de chemisier neuf à une mère malade. Ce soir-là, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je devais faire. J'ai pris son téléphone. Il était verrouillé, bien sûr. Mais juste à ce moment-là,
une notification est apparue sur l'écran. Un numéro sans nom enregistré. Le message disait juste « J'ai hâte d'être à lundi ». J'ai lâché le téléphone comme s'il me brûlait. Je me suis mis au lit et quand elle est sortie de la salle de bain, sentant cette crème à la vanille qu'elle utilisait depuis que je l'avais rencontrée, elle m'a embrassé sur le front. Bonne nuit, chérie. J'ai fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin, ce baiser brûlant ma peau comme un fer rouge. Le dimanche s'est écoulé lentement et lourdement, comme des funérailles. Sophie fredonnait en fermant sa valise. Elle fredonnait. En 11 ans, j'avais appris à lire ses humeurs mieux que les miennes. Et cette femme ne s'inquiétait pas pour une mère malade. Cette femme était heureuse. Cette femme comptait les heures. Le lundi matin, j'ai moi-même mis sa valise dans le taxi. Elle m'a serré dans ses bras à la porte. Prends soin de la maison et ne m'appelle pas. Tu sais, ils demandent le silence à l'hôpital et je ne veux pas que le téléphone sonne. Elle m'a donné un bref baiser. J'ai tenu son visage à 2 mains et je l'ai regardé dans les yeux pour la dernière fois comme un mari confiant. Passe le bonjour à ta mère de ma part, ai-je dit. Dis-lui que nous irons tous les deux lui rendre visite bientôt. Pendant une seconde, juste une seconde, quelque chose a traversé son regard. De la culpabilité, de la peur, je ne sais pas. Elle est montée dans un taxi et est partie. 15 minutes plus tard, je suis parti avec un sac à dos, une casquette que je ne portais jamais, et des lunettes noires. Je me sentais ridicule. Un homme de 43 ans déguisé dans sa propre vie. Sur le chemin de l'aéroport, ma main tremblait tellement que j'ai dû m'arrêter à une station-service pendant 2 minutes pour respirer. Dans la salle d'embarquement, je l'ai vue de loin, et j'ai failli tout gâcher sur le champ, car Sophie n'était pas seule. Il n'était pas encore arrivé, mais elle était apprêtée comme pour un rendez-vous. Ses cheveux détachés, lissés, ses lèvres peintes de ce rouge qu'elle ne portait qu'aux anniversaires, une robe vert émeraude que je ne l'avais jamais vue porter à la maison. Ma femme, celle qui partait s'occuper de sa mère malade dans un hôpital, semblait prête pour la couverture d'un magazine. Je me suis assis derrière une colonne, la casquette enfoncée jusqu'aux sourcils, et je l'ai observée. Sophie regardait son téléphone, souriait, arrangeait ses cheveux. Chacun de ses gestes était un coup de couteau. Et puis, à 10h05, je l'ai vue arriver. Veste bordeaux, montre brillante. Cette façon de marcher de quelqu'un qui pense que le monde lui doit quelque chose. Bastien, le conseiller financier qu'elle avait recommandé, l'homme à qui j'avais ouvert les portes de mon entreprise, le type qui connaissait mes comptes, mes contrats, mes chiffres mieux que moi. Ils ne se sont pas embrassés, ils ne se sont pas fait la bise, ils étaient plus intelligents que ça. Il est passé devant elle comme s'il ne la connaissait pas et a à peine effleuré sa main. Un effleurement de 2 secondes. Mais j'étais marié à cette femme depuis 11 ans. Et je jure qu'il y avait plus d'intimité dans cet effleurement que dans nos 2 dernières années de mariage. J'étais figé sur ma chaise derrière la colonne, ayant l'impression que tout l'aéroport tournait autour de moi. La trahison n'était plus un soupçon. C'était un fait. Elle marchait devant moi dans une robe vert émeraude et une veste bordeaux. Mais ce que je ne savais toujours pas, ce que je ne pouvais même pas imaginer, c'est que ce voyage n'était pas seulement une escapade en amoureux. Dans le sac à dos de Bastien, dans une pochette en cuir, se trouvaient des documents au nom de mon entreprise. Et en moins de 2 heures, un message de Romain allait changer le cours de toute ma vie. J'ai embarqué en dernier, la tête baissée. Rangée 23, 2 rangées derrière ma propre femme, et l'avion a fermé ses portes. Il y a 38 rangées de sièges dans un avion de cette taille. J'étais à la 23, ma femme à la 21, et entre nous, juste 1,5 m de distance et 11 ans de mariage sur le point de voler en éclats. Depuis mon siège côté couloir, je pouvais la voir. Le dossier du siège ne la cachait pas complètement. Je pouvais voir son épaule droite, ses cheveux lissés, et de temps en temps son profil quand elle tournait la tête. Bastien s'était assis à côté d'elle, près de la fenêtre. Ils avaient acheté les sièges ensemble. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Tout avait été planifié depuis des semaines. Pendant que je dormais à côté d'elle, croyant avoir un mariage. L'avion a décollé et j'ai serré le poing sur mes jambes jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Pendant les 20 premières minutes, rien ne s'est passé. Elle regardait un magazine. Il était sur son téléphone. Quiconque les verrait penserait qu'ils étaient 2 inconnus. Et j'ai commencé à douter de moi. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'un homme amoureux. Il cherche la moindre fissure pour y glisser un espoir.
C'était peut-être une coïncidence. Peut-être allait-elle vraiment voir sa mère. Et Bastien voyageait pour le travail. Peut-être avais-je imaginé l'effleurement de main à l'aéroport. Et puis, 25 minutes après le début du vol, elle l'a fait. Elle a détaché sa ceinture, s'est installée de côté sur son siège, et a posé sa tête sur l'épaule de Bastien. Juste comme ça, avec le naturel de quelqu'un qui l'a fait 100 fois, avec la confiance de quelqu'un qui connaît cette épaule par cœur. Il a posé son téléphone, a tourné légèrement la tête et lui a déposé un baiser sur les cheveux. Un baiser lent. Un baiser de couple. Un baiser de vieux couple. Quelque chose a explosé dans ma poitrine. Mon cœur battait si fort que je pensais que les autres passagers pouvaient l'entendre. J'ai senti la chaleur me monter au visage, au cou, aux oreilles. Mes jambes ont bougé toutes seules. J'ai détaché ma ceinture sans m'en rendre compte. Je me levais déjà. J'avais la bouche sèche et les mots étaient formés. C'est comme ça que tu t'occupes de ta mère malade, Sophie? J'allais le crier devant tout l'avion pour que le monde entier sache ce qu'était ma femme. Et à cet instant précis, mon téléphone a vibré. Je ne sais toujours pas ce qui m'a poussé à le regarder. J'aurais dû l'ignorer. Mais quelque chose, appelé ça l'instinct, appelé ça Dieu, m'a fait baisser les yeux sur l'écran. C'était Romain, le frère de Sophie. Calme-toi. Reste assis. Le spectacle ne fait que commencer. Je suis resté figé, à moitié debout, à moitié assis, avec une main sur le dossier devant moi. Une dame de l'autre côté du couloir m'a regardé bizarrement. Je me suis laissé retomber dans mon siège comme si on m'avait coupé les jambes. Comment Romain pouvait-il savoir que j'étais dans cet avion? Je ne l'avais dit à personne. Pas à mon meilleur ami, pas à mon comptable, à personne. J'avais acheté le billet seul, fait mes valises seul, menti seul, et cet homme, à 1000 kilomètres de là, savait que j'étais assis à la rangée 23, regardant sa sœur se reposer sur l'épaule d'un autre homme. J'ai tapé avec des doigts tremblants, « Comment sais-tu où je suis ?» La réponse a pris moins de 10 secondes. Parce que je t'ai aidé à y arriver sans que tu t'en rendes compte. Je t'expliquerai plus tard. Maintenant, regarde discrètement le siège derrière toi, et pour l'amour de Dieu, ne fais pas de scène. J'ai regardé en arrière, faisant semblant de chercher l'hôtesse de l'air. Et elle était là, la femme en tailleur gris, d'environ 50 ans, les cheveux attachés, de fines lunettes sur les genoux, une pochette en cuir noir fermée, les mains posées dessus comme si elle gardait un trésor. Elle a soutenu mon regard avec un calme qui m'a désarmé. Aucune surprise, aucune nervosité. Elle savait exactement qui j'étais. Elle m'attendait, et elle a porté son index à ses lèvres. Silence. Et puis, elle a fait autre chose. Elle a tourné la pochette de quelques centimètres seulement. Dans un coin, en lettres dorées, un nom était gravé, Alice, avocate. Une avocate assise exactement derrière moi sur le même vol que ma femme et son amant, alertée par mon beau-frère. Le téléphone a vibré à nouveau. Antoine, elle s'appelle Alice. Elle travaille pour toi, bien que tu ne le saches pas encore. Je l'ai engagée il y a 3 semaines. Quand tu atterriras, n'approche pas Sophie. Suis Alice. Elle t'expliquera tout à l'aéroport. Et Antoine. Ce que tu vas entendre est pire que ce que tu penses. Bien pire. Mais si tu fais exactement ce que nous disons, tu t'en sortiras avec tout. Si tu exploses maintenant, tu perds tout. C'est à toi de décider. J'ai lu ce message 5 fois. Ce que tu vas entendre est pire que ce que tu penses. Pire. Que pouvait-il y avoir de pire que de voir sa femme endormie sur l'épaule d'un homme à qui on a soi-même ouvert son entreprise? Moi, dans mon innocence, je croyais encore que le fond du gouffre, c'était la trahison. Je ne savais pas que la trahison n'était que l'entrée. Les 3 heures suivantes furent les plus longues de mon existence. Sophie a dormi presque tout le vol sur l'épaule de Bastien. Il a travaillé sur un ordinateur portable. Et à un moment, quand l'hôtesse est passée avec des boissons, Bastien a baissé l'écran à moitié, mais de mon angle entre les 2 sièges, j'ai aperçu pendant une fraction de seconde ce qu'il y avait dessus, une feuille de calcul. Et en haut, dans l'en-tête, un nom que je connaissais parfaitement, le nom de mon entreprise. Cet homme était dans l'avion avec ma femme endormie sur son épaule, travaillant sur les chiffres de mon entreprise de distribution. Les chiffres que je lui avais moi-même donnés pendant 6 mois. J'ai eu une véritable nausée physique.
j'ai dû respirer lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 10, comme mon père me l'avait appris quand j'étais enfant et que je me battais à l'école. Alice, derrière moi, comme si elle lisait mon langage corporel, m'a à peine touché l'épaule. Un contact de 2 secondes. Calme-toi. Tiens bon. C'est ce que disait ce contact. Et j'ai tenu bon. Quand l'avion a commencé à descendre, Sophie s'est réveillée. Elle s'est étirée comme un chat et s'est arrangé les cheveux avec les doigts. Elle a sorti un petit miroir et a remis son rouge à lèvres. Et là, dans ce minuscule geste, j'ai compris quelque chose qui a fait plus mal que tout le reste. Ma femme ne mettait plus jamais de rouge à lèvres pour moi au milieu d'une journée ordinaire, mais pour lui, si. Elle le retouchait même en descendant d'un avion. Nous avons atterri. Le signal des ceintures s'est éteint et la chorégraphie a commencé. Bastien s'est levé le premier, a descendu sa valise et la sienne du compartiment et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire, la main sur la bouche. Ils sont sortis ensemble dans le couloir devant moi, à 1,5 mètre de distance, et j'ai suivi avec ma casquette enfoncée sur les sourcils et le cœur dans la gorge. Dans la passerelle, j'ai marché lentement, laissant les gens se mettre entre nous. Dans le hall des arrivées, Sophie et Bastien se sont arrêtés près des tapis à bagages, puis il a sorti son téléphone, a passé un court appel, et ils se sont tous deux dirigés vers la sortie où attendent les chauffeurs. Un homme en chemise blanche tenait une pancarte imprimée. J'ai réussi à la lire en entier avant qu'Alice ne me prenne le bras. La pancarte ne disait pas Bastien. Elle ne disait pas Sophie. La pancarte disait « Étude Le Maire, notaire, signature mercredi 11h ». Un notaire, une signature avec une date et une heure. Alice m'a doucement tiré vers un café de l'aéroport, m'a fait asseoir à une table dans un coin, a commandé 2 cafés sans me demander, et a posé la pochette noire sur la table entre nous. « Monsieur Antoine », a-t-elle dit d'une voix calme que je n'oublierai jamais. Ce que votre femme et cet homme viennent signer mercredi à 11h, c'est un transfert de 40% de votre entreprise avec une procuration falsifiée portant votre signature, évaluée à 736 000 €. Le café a refroidi devant moi avant que je puisse le toucher. Et cette Alice a continué, ouvrant enfin la pochette, n'est même pas la pire partie. Il y a des phrases qui coupent votre vie en deux, un avant et un après. Ce que votre femme vient signer vaut 736 000 €, était l'une de ces phrases, mais celle qui a suivi était pire. Alice a ouvert la pochette noire avec le calme d'un chirurgien et a étalé des papiers sur la table de ce café d'aéroport. Un par un, comme on distribue des cartes dans un jeu auquel je ne savais pas que je jouais depuis des mois. D'abord, les photos, a-t-elle dit. Sophie et Bastien sortant d'un hôtel il y a 5 semaines. Sophie et Bastien dans un restaurant, se tenant la main par-dessus la table il y a 1 mois. Sophie et Bastien sur le parking de mon entreprise, un dimanche, entrant ensemble dans mon bureau avec mes clés. J'ai fixé cette dernière photo si longtemps qu'Alice a dû me toucher la main pour me ramener à la réalité. Un dimanche, ai-je demandé d'une voix brisée. Que faisait-il dans mon bureau un dimanche? Nous y venons, a-t-elle répondu, et elle a sorti la 2e série de papiers. Ceci est une procuration générale large, soi-disant signée par vous il y a 4 mois devant un notaire, accordant à votre femme le pouvoir de vendre, céder ou transférer des parts de votre entreprise. Elle l'a posée devant moi, et il y avait ma signature. Ma signature, la boucle finale, le point que je mets toujours à la fin, identique. Je n'ai jamais signé ça, ai-je dit. Nous le savons, c'est pour ça qu'ils sont allés dans votre bureau ce dimanche-là. Ils avaient besoin de documents avec votre signature originale pour la calquer et ils avaient besoin de papier à en-tête de l'entreprise. Et nous savons aussi autre chose. Alice s'est penchée en avant. Vous souvenez-vous d'avoir signé beaucoup de papiers avec Bastien? Des autorisations, des formulaires, des documents bancaires? Bien sûr que je m'en souvenais. J'en avais signé des dizaines. Il me mettait des dossiers sous le nez. Signé ici, ici et ici. C'est pour la banque. C'est pour le système. C'est juste une formalité. Et je signais en toute confiance. Toujours confiant, tout en vérifiant mon téléphone ou en prenant des appels. Nous pensons que parmi ces papiers, vous avez signé des feuilles semi-vierges qui ont été remplies par la suite. La procuration du notaire est fausse, mais il y a au moins 2 autres documents où la signature pourrait être authentique, obtenue par tromperie. Cela complique tout. Car un juge met du temps à distinguer la fraude de la négligence. J'ai senti le sol du café se dérober. Ce n'était pas seulement qu'il me trompait.
C'est qu'il s'était servi de moi, de mes propres mains, de mon propre stylo pour construire ma ruine. Et que vont-ils signer mercredi, ai-je demandé. Mercredi à 11 h, à l'étude Le Maire, votre femme transférera 40% de votre entreprise à une société appelée Investissement Vasseur. Ça ressemble à une entreprise sérieuse. N'est-ce pas? Ça ne l'est pas. C'est une société écran créée il y a 7 mois. Et savez-vous qui est l'administrateur unique de cette société? Bastien, ai-je dit. Bastien, a-t-elle confirmé. Mais c'est ici, monsieur Antoine, que commence la partie que votre beau-frère m'a demandé de vous expliquer très attentivement. Parce que vous pensez encore que c'est l'histoire de 2 amants qui volent le mari, et ce n'est pas le cas. C'est l'histoire d'un loup et de 2 moutons. Sauf que l'un des moutons se prend pour un loup. Je ne comprenais pas. Alice a sorti la dernière série de papiers. C'était des impressions de dossiers, des coupures de journaux, des captures d'écran. Le nom de famille de Bastien n'est pas celui qu'il vous a dit. Il a utilisé au moins 3 noms au cours des 10 dernières années. Il y a 6 ans, dans une autre ville, il a fait exactement la même chose. Il est entré comme conseiller financier dans une entreprise de transport. A séduit la femme du propriétaire, l'a convaincu de l'aider à transférer des actifs pour qu'elle puisse avoir son propre patrimoine au cas où. Et quand l'argent était sur les comptes qu'il contrôlait, il a disparu. La femme s'est retrouvée sans mari, sans maison. Et sans le sou parce que tout était au nom de ces sociétés. Le mari a mis 4 ans pour en récupérer une partie. Il y a 3 ans, il a répété le même schéma avec une veuve qui possédait 2 pharmacies. Même méthode, ville différente, nom différent. Je regardais les photos et les dossiers. Le même homme, plus jeune sur certaines, avec une barbe sur d'autres, la même veste coûteuse, le même sourire de vendeur. Monsieur Antoine, écoutez-moi attentivement parce que c'est important pour la suite. Votre femme pense que Bastien est amoureux d'elle. Elle pense que mercredi ils signeront le transfert, attendront quelques mois, qu'elle divorcera de vous en prétextant n'importe quoi. Et ira vivre avec lui pour gérer votre entreprise ensemble. Ce que Sophie ne sait pas, c'est que dans les documents que Bastien a préparés, les parts ne sont pas à son nom. Pas un seul papier n'est à son nom. Tout va à Investissement Vasseur. Et d'Investissement Vasseur à une autre société à l'étranger. Votre femme n'est pas l'associée. Elle est l'outil. Quand elle signera mercredi, elle tiendra les mêmes papiers sans valeur que les 2 autres femmes. Et Bastien disparaîtra avec tout. Avec ce qui vous appartient et avec ce qu'elle lui a donné. Ce qu'elle lui a donné, ai-je demandé. Les retraits d'espèces sur le compte de votre maison. Nous avons compté au moins 2116 € en 8 mois que votre femme a donné à Bastien en espèces pour les frais de constitution des sociétés. Elle a aussi mis des bijoux en gage. Elle a également contracté un prêt personnel de 13 800 € an. Utilisant la maison de sa mère comme garantie. Madame Colette n'est pas au courant. À ce moment-là, j'ai dû me lever. Je suis allé aux toilettes du café, je me suis aspergé le visage d'eau, et je me suis regardé dans le miroir pendant une bonne minute. L'homme dans le miroir avait les yeux rouges. Ma femme ne me trahissait pas seulement. Ma femme volait sa propre famille, hypothéquant même le nom de sa mère, pour tout donner à un escroc professionnel qui allait la laisser à la rue. Et j'avais 2 options. La laisser couler avec lui, ou quelque chose de plus compliqué. Je suis retourné à la table. Alice m'attendait avec un nouveau café chaud. Pourquoi Romain a-t-il fait tout ça, ai-je demandé. C'est sa sœur. Les liens du sang sont forts. Alice a alors hoché lentement la tête. Je lui ai posé la même question quand il m'a engagé. Savez-vous ce qu'il a répondu? Qu'il y a 2 mois. Sophie est allée lui demander de l'argent. 4 600 €. Elle lui a dit que c'était pour un traitement pour leur mère. Romain est prudent. Il a appelé Madame Colette l'après-midi même pour prendre des nouvelles de sa santé. Et la dame allait parfaitement bien, arrosant ses plantes. Exactement comme ce qui vous est arrivé avec l'histoire de l'hôpital. Romain n'a rien dit, mais il a commencé à observer. Il a suivi sa sœur, l'a vu avec Bastien, a enquêté sur Bastien de son côté, et quand il a trouvé le premier faux dossier, il m'a engagé. Il paie cette enquête de sa propre poche depuis 3 semaines. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Ma sœur a choisi son chemin. Mais mon beau-frère a construit le sien avec des mains propres.
Et ma mère ne mérite pas de finir par garantir les dettes d'un criminel. Je suis du côté de ceux qui n'ont volé personne. J'ai dû serrer les dents pour ne pas m'effondrer sur place. Romain, le silencieux, celui qui parlait peu lors des repas de famille, le seul qui m'avait serré la main en me disant « Prends soin de toi ». Et maintenant, ai-je demandé. On va à la police. On arrête la signature mercredi. Alice a fermé le dossier et pour la première fois de toute la conversation, elle a souri. Un fin sourire de joueuse d'échecs. Non, monsieur Antoine, c'est exactement ce que nous n'allons pas faire. Si nous arrêtons la signature, Bastien sentira le danger, disparaîtra ce soir, et réapparaîtra dans 2 ans dans une autre ville avec un autre nom, ruinant une autre famille. Et vous vous retrouverez marié à une femme qui a essayé de vous voler, avec de faux documents qui traînent en attendant d'exploser. Non, nous voulons qu'il signe mercredi. Nous voulons qu'il signe tout calmement, avec des témoins devant un notaire. Je ne comprends pas. Vous voulez que je les laisse me voler? Je veux que vous les laissiez penser qu'ils vous ont volé. Il y a une énorme différence entre les deux. Et cette différence, a-t-elle dit en tapotant le dossier du doigt, s'appelle 3 semaines de travail. Votre beau-frère et moi avons déjà déplacé des pièces que ni Bastien ni votre femme ne peuvent imaginer. Mercredi à 11 h, cette étude notariale sera un piège parfait. Mais pour que cela fonctionne, vous devez faire la partie la plus difficile de toutes. Qui est de retourner chez vous. De répondre au téléphone quand votre femme vous appellera ce soir pour vous dire que sa mère est encore fragile. Et pendant 3 jours, d'être le mari le plus normal, le plus calme et le plus aveugle du monde. Pouvez-vous faire ça? Monsieur Antoine? Pouvez-vous mentir à la personne qui vous connaît le mieux au monde? J'ai regardé par la fenêtre du café. Au loin, dans la zone des taxis, je pouvais voir Sophie et Bastien monter dans une voiture noire. Il lui a ouvert la porte. Elle lui a souri d'une manière qu'elle ne m'avait plus jamais souri. Et j'ai senti la colère s'installer dans ma poitrine, froide et disciplinée, comme des soldats se formant pour une guerre. Je peux, ai-je répondu. Alice a levé sa tasse de café comme pour porter un toast. Alors, bienvenue dans le spectacle, monsieur Antoine. Votre beau-frère avait raison. Cela ne fait que commencer. On dit que le mensonge le plus difficile n'est pas celui qu'on dit avec des mots. C'est celui qu'on raconte avec son corps, avec sa voix, avec ses silences. Ce soir-là, en prenant le vol de retour à la maison, j'ai compris que pendant 3 jours, je devrais mentir avec chaque muscle de mon visage et que je ferais face à une experte en la matière. J'ai atterri à 21 h. La maison était sombre, immense, silencieuse. 11 ans de souvenirs sur chaque mur. Je me suis servi un verre d'eau dans la cuisine et je suis resté devant le réfrigérateur à regarder une photo fixée par un aimant. Sophie et moi sur la plage il y a 6 ans, riant de quelque chose dont je ne me souviens plus. J'ai failli l'arracher, mais je l'ai laissé là. Tout devait rester exactement pareil. Alice me l'avait dit à l'aéroport, la maison, vos routines, votre voix, tout. À 22h14, le téléphone a sonné. C'était elle. J'ai pris 3 grandes respirations avant de répondre. Allô, chérie. Je viens juste d'arriver. Désolé pour l'heure tardive. La voix de Sophie semblait douce, fatiguée, jouée. Je suis chez ma mère. Elle est très faible. La pauvre. Le médecin est venu la voir aujourd'hui et dit qu'elle aura besoin de soins pour toute la semaine. Comment vas-tu? As-tu dîné? Et là, debout dans ma cuisine, le cœur serré, j'ai fait mes débuts en tant qu'acteur. Je suis là, je réchauffe juste les restes du ragoût, ai-je dit, et j'ai même ouvert la porte du frigo pour qu'elle puisse l'entendre. Et qu'est-ce que le médecin a dit exactement? C'est encore son cœur? Il y a eu une pause d'une demi-seconde, une minuscule fissure. Oui. Enfin, c'est sa tension artérielle, tu sais, les choses liées à l'âge. Écoute, je dois y aller parce qu'elle va s'endormir et je veux être avec elle. Je t'appellerai demain, et ne m'appelle pas. Tu sais, le réseau est mauvais ici et je ne veux pas que ça sonne pendant qu'elle dort. Bien sûr, mon amour, prends bien soin d'elle. Dis-lui bonjour de ma part. Dis-lui qu'on l'aime. Je t'aime, Antoine. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone. Je t'aime, Antoine. Elle me l'a dit depuis un hôtel, probablement avec Bastien à 1 mètre de là, le regardant peut-être pendant qu'elle le disait. Ce soir-là,
j'ai compris quelque chose qui m'est resté pour le reste de cette histoire. Quand on connaît déjà la vérité, les mensonges cessent de blesser comme des coups de couteau et commencent à résonner comme des confessions. Chaque mot d'elle confirmait qui elle était, et chaque mot de moi confirmait ce que je devenais, un homme avec un plan. Mardi a commencé la partie du travail que personne ne voit. À 7 heures du matin, j'étais déjà dans le bureau d'Alice, qui s'est avéré être dans ma propre ville. Romain coordonnait toute l'équipe depuis des semaines. Là, j'ai rencontré le troisième membre de cette guerre silencieuse, un expert en écriture, un vieil homme avec des lunettes à double foyer qui avait passé 2 semaines à analyser la fausse procuration. La signature est un calque de bonne qualité, m'a-t-il expliqué en me montrant des agrandissements où ma propre signature ressemblait à une carte. Mais les calques ont un défaut. La vitesse. Une vraie signature est faite en 1 seconde et demie. Un calque est dessiné lentement. Le trait tremble à un niveau microscopique. Cela ne tiendrait pas devant un tribunal. Ce dont nous avons besoin, c'est que le document soit utilisé. Un faux papier gardé dans un tiroir est un demi-crime. Un faux papier présenté devant un notaire pour transférer 736 000 € est un crime complet avec des témoins, un procès-verbal, une date et une peine de prison. Ensuite, Alice a pris la parole et a expliqué l'architecture du piège. Je l'entends encore avec cette voix calme de quelqu'un qui déplace des pièces d'échecs. Premièrement, ce matin, vous et moi allons chez un notaire ici dans votre ville, et vous signerez une révocation totale de tout pouvoir, procuration ou autorisation accordée à toute personne, datée d'aujourd'hui et enregistrée. C'est une procédure silencieuse. Personne ne notifie les mandataires immédiatement, surtout si le mandataire utilise un document qui n'est jamais passé par un registre légitime. Comprenez-vous ce que cela signifie? Qu'à partir de midi aujourd'hui, tout ce que votre femme signera avec cette procuration est nul et non avenu dès le départ, un bout de papier sans valeur. Mais ni elle ni Bastien ne le sauront. Deuxièmement, Romain a déjà parlé avec le titulaire de l'étude Le Maire dans l'autre ville, non pas pour annuler la signature. Au contraire. Le notaire les recevra mercredi à 11 h, très gentiment, très professionnellement. Mais dans la pièce attenante, il y aura 2 personnes, un agent du parquet spécialisé dans les fraudes, une vieille connaissance de ce cabinet. Et un autre fonctionnaire que j'ai réservé comme surprise. Tout ce qui sera dit dans cette pièce sera documenté. Troisièmement, l'argent. Bastien a un compte prêt à recevoir des fonds de l'entreprise dès qu'il aura le contrôle des 40%. Nous ne pouvons pas toucher à ces comptes. Mais nous pouvons nous assurer que les vôtres sont protégés. Cet après-midi, votre comptable et moi allons transférer les comptes d'exploitation de l'entreprise vers des instruments qui nécessitent une double signature physique. Si quelqu'un essaie d'ordonner un transfert demain avec de faux pouvoirs, la banque demandera une confirmation en personne. Et fin de l'histoire. J'ai signé une révocation à 11h40 chez le notaire de ma ville. Le notaire, un homme sérieux qui n'a pas posé trop de questions, a tamponné les papiers et m'a juste dit une chose, vous êtes protégé à partir de ce moment. Je suis sorti dans la rue et j'ai respiré comme je ne l'avais pas fait depuis l'aéroport. Sophie et Bastien allaient parcourir 1000 km pour signer, avec tout leur sourire et tout leur théâtre, un document qui était déjà mort depuis la veille. Mais le plus dur restait à venir. L'appel téléphonique de ce soir-là. À 22 h précises, le téléphone a sonné. Sophie à nouveau, avec la voix d'une infirmière dévouée. Ma mère est toujours pareille, chérie. Elle a à peine mangé aujourd'hui. Et moi, regardant une photo sur mon ordinateur portable qu'Alice m'avait envoyée 1 heure plus tôt, Sophie et Bastien dînant dans un restaurant aux chandelles, elle dans une robe bordeaux qu'elle avait achetée avec mon argent, je lui ai répondu avec la voix la plus douce que je pouvais trouver. Pauvre belle-mère. Et, tu sais quoi? Je pensais, quand ta mère sera rétablie, pourquoi ne pas la mener vivre avec nous un moment? La maison est grande. Je l'aime comme une mère. Silence à l'autre bout du fil. 2 secondes. 3. Je pouvais l'entendre déglutir. Oh, chérie, tu es si gentil. Oui. Oui. On en reparlera plus tard. Je dois y aller. Bien sûr, repose-toi bien. J'ai raccroché, et pour la première fois en 3 jours, j'ai souri pour de vrai. Qu'elle ressente quelque chose, même un gramme de culpabilité. Que sa poitrine soit lourde, même si c'était minuit. Mercredi, aube grise. Je n'avais pas dormi plus de 3 heures, mais j'étais debout depuis 5 heures, assis dans la cuisine, habillé,
regardant l'horloge. À 8 heures, Alice m'a appelé. Ils prennent le petit déjeuner à l'hôtel. Il porte un porte-documents en costume sombre. Elle porte une robe beige très stricte. Ils vont arriver chez le notaire en avance. Toute l'équipe est en position. Restez où vous êtes avec votre téléphone chargé. Je vous ferai un compte rendu en temps réel. Et monsieur Antoine. Quoi qu'il arrive, n'appelez pas votre femme aujourd'hui. Pas aujourd'hui. À 10h20, un message d'Alice. Ils sont arrivés. Ils sont dans la salle d'attente du notaire. Elle est nerveuse. Elle n'arrête pas de taper du pied. Il est calme. Trop calme. À 10h40, le notaire les a fait entrer. L'agent du parquet est dans la pièce d'à côté avec le rapport prêt. La lecture des documents a commencé. À 10h55, le téléphone a vibré à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas Alice. C'était Romain. Antoine. Changement de plan. Quelqu'un vient d'arriver à l'étude qui n'était pas prévue dans le script. Même Alice ne s'y attendait pas. Elle est sortie d'un taxi il y a 2 minutes et est entrée en demandant la signature de 11 heures. J'ai tapé avec des doigts glacés, qui ? La réponse de Romain m'a coupé le souffle. Ma mère, Madame Colette, est à l'intérieur de l'étude. Il y a des questions qu'on se pose en une seconde et qui durent des années. La mienne était, que fait une femme de 70 ans, censée être malade au lit à 1000 km de là, debout dans la réception d'une étude notariale où sa fille est sur le point de commettre un crime ? J'ai appelé Romain avec des mains tremblantes. Il a répondu à la première sonnerie, parlant bas, agité. Romain, que fait ta mère là-bas ? Tu lui as dit quelque chose ? Rien, Antoine. Je le jure sur la tombe de mon père. Je l'ai protégée de ça précisément pour que ça ne lui fasse pas de mal. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Je ne sais pas comment elle a su. Je suis dehors. Dans la voiture. Je l'ai vue sortir du taxi avec son sac à main et son gilet bordeaux, droite comme un soldat. Alice est à l'intérieur en train d'improviser. Elle m'a dit de ne pas paniquer et de n'appeler personne. Je t'appelle dans 5 minutes. Ce furent les 5 minutes les plus longues de ma vie. Je faisais les 100 pas dans la cuisine comme un lion en cage. Si Colette interrompait la signature avant qu'elle ne soit terminée, tout le plan s'effondrerait. Bastien sentirait un piège. Il ne signerait rien. Il disparaîtrait l'après-midi même avec un autre nom, en route vers une autre ville, et nous nous retrouverions avec une pile de papier et aucune preuve utilisable. 3 semaines de travail de Romain et d'Alice jetées à la poubelle à cause de l'amour d'une mère. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur de cette étude, pas même le meilleur scénariste n'aurait pu l'écrire. Alice me l'a raconté le soir même, minute par minute, et c'est comme ça que je vous le raconte. Madame Colette est entrée dans la réception et a demandé la signature de 11 heures, celle de Madame Sophie. La réceptionniste, qui n'était au courant de rien car le plan était secret, même pour les employés, lui a dit qu'ils étaient reçus dans la salle principale, et a pointé le couloir. Et Colette a marché dans ce couloir lentement, avec 70 ans de dignité à chaque pas. Alice l'a interceptée à 2 mètres de la porte. Elle s'est plantée devant elle avec un sourire professionnel. Madame, excusez-moi. C'est une signature privée. Puis-je vous aider ? Et là, Madame Colette l'a jaugé de la tête aux pieds et a prononcé la phrase qu'Alice a juré de se rappeler toute sa carrière, « Ma fille, j'ai donné naissance à la femme qui est dans cette pièce. Je la connais depuis avant qu'elle sache mentir et je suis ses pas depuis 3 semaines. Tout comme vous. Alors soit vous me laissez passer, soit je me mets à crier ici et je gâche le spectacle pour tout le monde. Je suis ses pas depuis 3 semaines, tout comme vous. Il s'est avéré que nous n'étions pas les seuls à enquêter. L'appel que Colette m'avait passé ce mercredi-là, « Tout va bien avec Sophie ?» Elle semble si distante, n'était pas un appel innocent. C'était une mère confirmant ses soupçons. Car Colette avait découvert quelque chose qu'aucun de nous ne savait. Il y a un mois, une lettre de la banque est arrivée chez elle. Une notification indiquant que sa propriété était répertoriée comme référence patrimoniale dans une demande de prêt personnel de 13 800 €. Elle n'avait jamais rien autorisé. Elle a appelé la banque, a posé des questions, et quand elle a entendu le nom de sa propre fille, elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas fait de scène. Elle a fait la même chose que moi. Elle a gardé le silence et a commencé à observer. Elle a demandé l'aide du fils d'un voisin, qui travaille dans une agence de voyage,
et c'est comme ça qu'elle a découvert pour le vol. Elle a vendu quelques pièces d'or qu'elle avait gardées depuis son mariage, a obtenu 828 €, et a acheté son propre billet d'avion sur un autre vol, un vol plus tôt, parce que les personnes âgées ont plus de facilité à se lever tôt. Elle séjournait dans un petit hôtel à 3 rue de l'hôtel de sa fille depuis lundi, la regardant de ses propres yeux. Elle a vu la même chose que moi dans l'avion, l'homme à la veste bordeaux, les rires, les mains entrelacées dans les restaurants. Une femme de 70 ans avait mené toute seule, avec 828 € dans son sac à main, la même enquête que nous avec une avocate et un expert du parquet. Et le mercredi matin, elle a suivi le taxi de sa fille jusqu'au notaire. Alice a compris en 10 secondes qu'on ne pouvait pas arrêter cette femme. Alors, elle a fait la seule chose intelligente à faire, elle l'a intégrée au plan. Elle l'a emmenée dans la pièce attenante où se trouvait l'agent du parquet. Elle a expliqué l'essentiel en 2 minutes, votre fille est sur le point de signer un document frauduleux. Votre gendre est protégé. L'homme avec elle est un escroc professionnel, et il va tomber aujourd'hui, mais nous avons besoin qu'il signe d'abord. Et elle lui a demandé la faveur la plus difficile que l'on puisse demander à une mère, rester silencieuse derrière un miroir sans teint en regardant sa fille sombrer. Et savez-vous ce que Madame Colette a répondu? Alice me l'a répété mot pour mot, j'ai déjà fait le deuil de ma fille entièrement à l'hôtel. Ce qui va se passer ici aujourd'hui n'est pas ma fille. C'est la conséquence. Et les conséquences doivent être affrontées de face. Je demande juste une chose, quand ce sera fini. Je serai la première à lui parler. Je l'ai bien mérité. Marché conclu. À 11h10, dans la salle principale, la signature a commencé. Le notaire, jouant son rôle avec des nerfs d'acier, a lu à haute voix la cession de droit. 40% de mon entreprise de distribution, évaluée à 736 000 €, transférée d'Antoine, représenté par sa mandataire Sophie, à la société Investissement Vasseur. Il a lu l'intégralité de la fausse procuration, avec une fausse date et un faux enregistrement. Il a demandé, comme l'exige le protocole, la mandataire confirme-t-elle que ce pouvoir est validé a été librement accordé par le mandant? Et ma femme, avec sa robe beige et son rouge à lèvres, a répondu d'une voix claire, oui, je le confirme. 4 mots enregistrés en audio et en vidéo par le matériel que le parquet avait installé depuis 8 heures du matin. 4 mots qui ont transformé tous nos soupçons en un crime consommé devant notaire, avec témoins. Bastien a signé ensuite, élégant, calme, en tant qu'administrateur unique d'Investissement Vasseur. Le notaire a tamponné, scellé et leur a remis leur copie avec tout le cérémonial du monde. Et au moment exact où Sophie a mis sa copie dans son sac, Alice dit qu'elle souriait, que ses yeux brillaient, qu'elle a lancé à Bastien un petit regard qui voulait dire « Nous l'avons fait, mon amour ». La porte de la pièce attenante s'est ouverte. L'agent du parquet est entré le premier, son insigne bien haut, avec 2 officiers derrière lui. Bonjour. Parquet spécialisé dans les fraudes patrimoniales. Cet acte vient d'être entièrement documenté. Monsieur, madame, les documents que vous venez de signer et de ratifier font l'objet d'une plainte pour faux et usage de faux, et escroquerie. Je vous demande de rester dans la pièce. Alice raconte que Bastien n'a même pas scié. Qu'en 2 secondes, il disait déjà, c'est un malentendu. Je suis consultant. Je ne représente qu'une entreprise. Un professionnel, même dans sa chute. Mais pas Sophie. Sophie est devenue aussi blanche que le papier qu'elle venait de signer. Elle s'est levée de sa chaise en titubant, cherchant la porte des yeux. Et là, par cette porte, au lieu d'une sortie, sa mère est entrée. Gilet bordeaux, sac à main pendu au bras, 70 ans, droite comme un soldat. Alice m'a dit que le silence dans cette pièce était si profond qu'on pouvait entendre l'horloge murale. Que Sophie a dit, maman, dans un filet de voix et a dû s'agripper au dossier de la chaise. Que Madame Colette a marché jusqu'à être à 1 mètre de sa fille, l'a jaugée de la tête aux pieds exactement comme elle avait regardé Alice dans le couloir, et a dit, sans crier, sans pleurer, avec un calme qui a figé même les officiers, alors, ta mère est très malade, n'est-ce pas? Ma chérie. Regarde-moi bien. Je suis venu de mon lit de mort pour te regarder signer. Et ce que Sophie a fait à ce moment-là devant sa mère, le procureur, le notaire et son amant, était quelque chose que personne, ni Alice, ni Romain, ni moi, n'avions prévu. Elle s'est retournée et a pointé Bastien du doigt. Il m'a forcé. Je ne savais rien. Cet homme m'a trompé. Maman, je te le jure, c'est lui qui a tout falsifié. Et le téléphone d'Alice,
qui enregistrait chaque seconde, a capturé le sourire de Bastien. Car l'escroc, au lieu d'être effrayé par l'accusation, a lentement glissé la main dans la poche intérieure de sa veste et a sorti son propre téléphone. « Êtes-vous sûr de vouloir jouer à ce jeu, madame ?» a-t-il dit. « Parce que moi aussi, j'enregistre tout. C'est toujours une habitude professionnelle. Il y a une chose que les escrocs professionnels comprennent mieux que quiconque, la loyauté est un luxe, et dans un naufrage, chacun cherche son propre canot de sauvetage. » Bastien se préparait à un moment comme celui-ci depuis 10 ans. Sophie n'avait aucune préparation, et cette différence s'est vue dans les 10 minutes qui ont suivi, qu'Alice m'a raconté ce soir-là, le dossier ouvert sur la table de ma cuisine, et que le parquet a enregistré du début à la fin. Bastien a levé son téléphone avec le calme de quelqu'un qui montre les cartes gagnantes dans un jeu auquel les autres ne savaient même pas qu'il jouait. Avant que la dame ne continue à parler, il a dit à l'agent du parquet, « Je veux que vous entendiez quelque chose. Pour ma propre protection juridique, j'ai l'habitude de documenter mes réunions de travail. » Et il a lancé un enregistrement. La voix de Sophie a rempli la pièce. Claire, indubitable. Une conversation d'il y a 2 mois. Non, je calquerai la signature. Je la connais par cœur. 11 ans à signer des papiers ensemble. Tu me dis juste où. Antoine ne s'en rendra même pas compte. Cet homme me fait confiance comme à un chien. Et quand tout sera transféré, je veux ma part sur un compte auquel il ne pourra jamais toucher. Tu comprends? Jamais. Alice dit que Madame Colette a fermé les yeux pendant la lecture de l'enregistrement. Qu'elle n'a pas pleuré. Qu'elle a juste serré son sac à main contre son ventre comme quelqu'un qui encaisse un coup. Cet homme me fait confiance comme à un chien. 11 ans de mariage résumés en une phrase avec la voix de ma propre femme jouée dans une étude notariale devant la police. Sophie s'est jetée en avant pour lui arracher le téléphone. Les officiers l'ont retenue. Et là, se voyant acculée, elle a fait ce que font les gens qui se noient. Elle s'est débattue encore plus fort. C'est un montage. Cet audio, c'est un montage. Je n'ai jamais dit ça. Et Bastien, sans perdre son sourire, a glissé son doigt sur l'écran. J'ai 14 autres enregistrements, messieurs dames, et des emails et des messages. Madame m'a cherché pour protéger ses actifs en vue d'un divorce. Ce furent ses mots exacts. Je ne suis qu'un consultant qui a exécuté les instructions d'une cliente. Un mensonge, bien sûr. Un mensonge construit avec des années de pratique. Bastien était l'architecte de toute l'affaire. Le loup qui avait déjà fait ça 2 fois auparavant. Mais là résidait le génie sordide du personnage. Pendant des mois, alors qu'il séduisait ma femme, il l'enregistrait. Chaque mot compromettant de sa part était sauvegardé. Chaque mot compromettant du sien n'était jamais prononcé à voix haute. Sophie croyait avoir un amant et un complice. Elle avait un employé criminel documentant sa patronne. L'agent du parquet les a laissés s'entre-déchirer encore un peu. Chaque accusation croisée était un nouvel aveu pour le dossier. Et puis il a prononcé la phrase qui a clos le premier acte de cette chute, « Vous venez tous les deux avec nous. Et je vous informe, monsieur, que vos enregistrements vous incriminent autant qu'ils vous protègent. Ils prouvent que vous étiez au courant de la falsification depuis le début. » Parce que oui, en présentant ces audios pour couler Sophie, Bastien avait involontairement avoué qu'il savait tout depuis le début. Son désespoir de se sauver l'avait poussé à commettre, après 10 ans impeccables, sa première erreur d'amateur. Pendant ce temps, j'étais à 1000 kilomètres de là, assis dans ma cuisine, fixant le téléphone comme si c'était une télévision. Les messages d'Alice arrivaient en rafale, ils ont signé. La police est entrée. Ta belle-mère est à l'intérieur. Sophie a accusé Bastien. Bastien avait des enregistrements. Et j'ai tout ressenti en même temps, soulagement, nausée, justice, chagrin. Parce que personne ne vous prépare à ça. Personne n'explique que le jour où vous gagnez est aussi le jour où vous enterrez 11 ans de votre vie. À 14 heures, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu, Antoine. C'était la voix de Sophie, brisée, larmoyante, paniquée. Je l'imaginais dans un couloir du commissariat avec sa robe beige froissée, utilisant son coup de fil ou un téléphone emprunté. Antoine, mon amour. Écoute-moi. Il s'est passé quelque chose de terrible. Je suis détenu. C'est un énorme malentendu. Cet homme. Le consultant. Tu te souviens de Bastien?
Il s'est avéré être un escroc. Il m'a trompé. Il m'a forcé à signer des choses. Je pensais que c'était des papiers pour ma mère. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais. J'ai besoin que tu viennes apporter de l'argent pour la caution avec un avocat. Chérie. S'il te plaît. 2 minutes entières sans l'interrompre. J'écoutais alors qu'elle tissait le nouveau mensonge en temps réel, fil par fil, avec cette habileté que je connaissais si bien et qui avait parfaitement marché avec moi pendant 11 ans. Et quand elle fut à bout de souffle, je lui ai répondu avec la voix la plus calme de ma vie, « Tu sais ce qui est drôle, Sophie ? Il y a 3 jours. Tu m'as dit de ne pas t'appeler pour ne pas réveiller ta mère à l'hôpital. Et regarde un peu. Ta mère est plus réveillée que nous tous. Elle se tenait à 1 mètre de toi quand tu as ratifié ma fausse signature. Et j'étais à 2 rangées de toi dans l'avion quand tu t'es endormi sur l'épaule de cet homme. » Silence. Un silence si profond que je pouvais entendre l'écho du couloir où elle se trouvait. Le spectacle ne fait que commencer. Cette phrase te dit quelque chose ? On me l'a envoyé par message quand j'étais sur le point de me lever de la rangée 23 pour te crier ce que tu étais. Heureusement que je suis resté assis, car en restant assis, j'ai tout vu, Sophie. Tout. Antoine, 11 ans, Sophie. Je t'ai donné 11 ans. Une maison, et même ma signature sans regarder les papiers. Je te faisais confiance comme à un chien. Non, tes mots sont enregistrés. Bonne chance avec ton conseiller financier. Oh, attends. Il t'a enregistré, lui aussi. Et j'ai raccroché. J'ai raccroché et j'ai regardé la photo sur le frigo. Celle de la plage. Je l'ai doucement décollée, pliée en 4, et jetée à la poubelle. Pas avec colère, avec ordre, comme quelqu'un qui jette un ticket pour quelque chose qui a expiré. Mais cette histoire me devait encore une scène ce jour-là, la plus difficile de toutes. À 19h, un taxi s'est garé devant ma maison, et Romain et Madame Collettan sont descendus. Ils avaient pris le premier vol de retour. Romain portait les 2 valises. Colette portait son gilet bordeaux et un visage qui exprimait 1000 ans de fatigue. Je suis sorti les accueillir et je ne savais pas quoi dire. Que dit-on à la femme dont on vient d'envoyer la fille en prison? Que dit-on à l'homme qui a trahi son propre sang pour vous sauver? C'est elle qui a parlé la première. Elle a posé une main sur ma joue, tout comme lorsqu'elle m'avait rencontré il y a 11 ans, et a dit, « Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi, mon garçon, car tu n'as rien fait. Et je ne vais pas m'excuser pour elle non plus. Car les dettes de ma fille ne sont pas les miennes. Mais je vais te demander une chose. Fais-moi chauffer du bouillon. Je mange des sandwichs d'hôtel et j'espionne les gens depuis 3 jours, et je suis trop vieille pour travailler comme détective. » Et c'est ainsi que ce soir-là, dans ma cuisine, dans la maison que j'avais failli perdre, nous nous sommes retrouvés tous les 3 assis, le mari trahi, le frère qui a choisi la vérité plutôt que le sang. Et la mère qui a traversé le pays avec 828 € dans un sac à main pour voir la chute de ses propres yeux. 3 personnes que Sophie avait sous-estimées toute sa vie. Romain a à peine parlé pendant le dîner, jusqu'à ce que Colette aille dormir dans la chambre d'amis. Puis, il a fixé sa tasse de café et m'a dit, « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, beau-frère. Quelque chose qu'Alice a trouvé hier soir en examinant les sociétés de Bastien. Je ne te l'ai pas dit avant parce que je ne voulais pas que tu perdes la tête avant la signature. » Qu'est-ce que c'est? Investissement Vasseur n'a pas qu'un seul compte. Elle en a 3. Et l'un d'eux a reçu un dépôt il y a 5 mois. Un dépôt de 57 040 € qui ne vient pas de ton entreprise, ni de ma sœur, ni de rien que nous connaissons. Romain a levé les yeux de sa tasse. Il vient d'une entreprise de construction. Une entreprise de construction que tu connais parfaitement, Antoine, parce que c'est ton client. Ton plus gros client. J'ai senti un frisson dans la nuque. Bastien n'est pas entré dans ta vie par hasard, et ma sœur ne l'a pas non plus trouvé par l'intermédiaire d'une amie. Bastien a été envoyé. Quelqu'un qui connaît ton entreprise de l'intérieur l'a payé d'avance pour te détruire. Et demain, quand nous examinerons les papiers qu'Alice est en train de photographier au parquet, nous saurons de qui il s'agit. Il y a des trahisons qui vous brisent le cœur, et il y en a d'autres, plus froides, qui brisent quelque chose de plus profond, l'idée que vous vous faisiez du monde. Ce que Sophie a fait m'a brisé le cœur. Ce que j'ai découvert le lendemain a brisé l'autre chose. Je me suis réveillé avec une maison pleine, Colette dans la chambre d'amis, Romain sur le canapé, et à 8 heures du matin,
Alice sonnait déjà à la porte avec son tailleur gris, sa pochette noire, et un nouveau dossier plus épais que tous les précédents. Derrière elle, il y avait quelqu'un d'autre, Olivier, mon comptable de toujours, l'homme qui gérait les chiffres de mon entreprise depuis que le bureau n'était qu'une petite pièce pleine de fuites. Romain l'avait mis au courant la veille, et Olivier avait passé la nuit entière à croiser les informations avec les documents qu'Alice avait photographiés au parquet. Nous nous sommes assis tous les 5 autour de la table de la salle à manger, un café pour chacun, et Alice a ouvert le dossier. Le dépôt de 57 040 € à investissement Vasseur provenait d'un compte secondaire de BTP Rhône-Alpes, a-t-elle dit. C'était déguisé en paiement pour des services de conseil stratégique, mais Bastien n'a jamais fourni de conseil à cette entreprise. Nous l'avons vérifié. Cet argent était une avance, un acompte pour vous, monsieur Antoine. BTP Rhône-Alpes, mon plus gros client, 12 ans de collaboration, 30% de mon chiffre d'affaires annuel, et son propriétaire, Vincent. Vincent, qui me serrait dans ses bras au dîner de fin d'année. Vincent qui était venu à mon mariage. Vincent, celui qui m'appelait, associé, sans lettres. Celui qui me présentait lors d'événements comme l'homme le plus honnête de ce secteur. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Vincent? Nous lui fournissons du matériel à crédit depuis des années. Olivier, combien l'entreprise de construction nous doit-elle en ce moment? Olivier a ajusté ses lunettes. Sa voix tremblait un peu car il connaissait aussi Vincent depuis 12 ans. Avec le projet de la rocade nord et les 2 factures de mars, 349 600 €. Antoine, c'est la plus grosse créance que nous ayons dans les livres. Je te dis depuis des mois que c'est trop élevé, et tu n'arrêtais pas de me dire que c'était Vincent, que Vincent paie toujours. Voilà le mobile, a dit Alice, et elle a poussé une feuille de chiffres vers moi. Réfléchissez un instant. Si Bastien avait réussi à prendre le contrôle de 40% de votre entreprise, quelle est la première chose qu'il aurait faite en tant qu'associé avec un pouvoir administratif? Renégocier le portefeuille de clients, annuler des dettes. Apurer les comptes irrécouvrables. La dette de BTP Rhône-Alpes aurait disparu sur le papier avant même que vous ne puissiez réagir. Vincent a payé 57 040 € pour effacer une dette de 349 600 €. Et ce n'est que la première partie. Et la deuxième partie, a demandé Romain. Alice a sorti une autre feuille, l'impression d'un email récupéré dans le dossier du parquet, parmi les fichiers informatiques de Bastien. La deuxième partie, c'est que Vincent ne voulait pas seulement effacer sa dette. Il voulait l'entreprise de distribution tout entière. C'est ici, dans un email datant d'il y a 4 mois, envoyé par Vincent à Bastien depuis un compte personnel, quand un homme est noyé. J'interviens comme acheteur de bonne foi. J'offre peu, l'urgence paie. L'entreprise vaut plus morte que vive pour lui, et plus vive que jamais pour moi. J'ai lu cet email 4 fois. Quand un homme est noyé. J'étais cet homme. Je n'étais qu'une case à cocher dans le plan d'affaires de mon meilleur client. Et puis Colette, qui avait tout écouté en silence depuis le bout de la table, sa tasse de café entre les mains, a posé la question que personne n'avait posée, et ce monsieur Vincent, savait-il pour ma fille? Savait-il que l'escroc allait s'immiscer dans le mariage? Alice a hoché lentement la tête. Non seulement il le savait, madame, mais il l'a suggéré. Dans ce même email, il y a une ligne qui dit « La porte d'entrée, c'est la femme ». Elle s'ennuie depuis des années et le mari ne le voit pas. Présente-toi là où elle fait du pilate. Silence autour de la table. Colette a fermé les yeux. Romain a serré les poings et j'ai compris toute l'ampleur de la chose. Vincent connaissait mon mariage mieux que moi. Lors des dîners, des fêtes, des événements où Sophie m'accompagnait, il avait observé, pris des notes, mesuré les fissures de ma maison comme un ingénieur mesure les fissures d'un bâtiment avant de le démolir. Bastien n'avait pas trouvé Sophie par hasard. On l'avait envoyée directement vers elle avec un plan tout tracé. Et maintenant, ai-je demandé, la police va-t-elle s'en prendre à lui? C'est là qu'est le problème, a répondu Alice. Et pour la première fois, je l'ai vu froncer les sourcils. Tout ce que nous avons contre Vincent est circonstanciel ou se trouve sur l'ordinateur d'un escroc qui a avoué. Un email peut être nié, j'ai été piraté, ce n'est pas moi, Bastien a fabriqué ça pour négocier sa peine. Et d'ailleurs, cela a déjà commencé. Bastien propose de témoigner contre Vincent en échange d'une réduction de peine. Mais la parole d'un fraudeur professionnel seul vaut peu dans un procès. Vincent a de l'argent. Il a des avocats coûteux. Et en ce moment même, monsieur Antoine,
il est dans son bureau, serein. Parce qu'il croit deux choses, que vous ne savez rien sur lui et que vous êtes sur le point de faire faillite. Faillite? Pensez comme Vincent. Le plan est toujours en marche, juste retardé. Il sait qu'il y a eu un problème chez le notaire. Bastien ne lui a pas donné de nouvelles depuis hier. Donc cela le rend déjà nerveux, mais il ne sait pas à quel point le problème est grave car la police n'a rendu aucune arrestation publique. Il est dans le flou. Et un homme dans le flou est nerveux, avec 349 600 € en jeu. Va faire ce que tout le monde fait. Il va chercher des informations. Il va vous appeler, Monsieur Antoine. Aujourd'hui, demain ou plus tard. Il va jouer l'ami inquiet pour savoir ce que vous savez. Et cet appel, Alice a tapoté doucement la table du doigt. Est notre seul moyen de le coincer. Car ce que nous ne pouvons pas prouver avec des papiers, nous allons le prouver avec sa propre voix. Le plan fut élaboré à cette table, au milieu des tasses de café froid, ma belle-mère de 70 ans apportant des idées comme si elle avait travaillé pour la police toute sa vie. Olivier allait préparer un faux bilan financier, déguisé en catastrophe. L'entreprise au bord de l'effondrement à cause d'une fraude interne. Je jouerais l'homme noyé que Vincent s'attendait à trouver. Désespéré, fauché, prêt à vendre. Et quand Vincent ferait son offre en tant qu'acheteur de bonne foi, cette offre misérable qu'il répétait depuis des mois, nous le conduirions mot pour mot à confirmer ce qu'il savait. Tout cela serait enregistré avec l'autorisation du parquet, qui avait approuvé l'opération l'après-midi même. Y a-t-il autre chose, a dit Alice avant de partir, déjà à la porte, en baissant la voix. J'ai localisé les deux autres victimes de Bastien. La dame avec les pharmacies s'appelle Audrey. Eh bien? Je lui ai dit que quelqu'un l'avait enfin fait arrêter. Elle a pleuré pendant 20 minutes au téléphone. Elle va venir témoigner. Et elle m'a dit quelque chose que je veux que vous entendiez avant d'affronter Vincent, parce qu'elle l'a dit d'après sa propre expérience. Alice m'a regardé intensément. Elle a dit, dites à ce monsieur de ne pas être complaisant quand le gros poisson s'assiera pour négocier. Ces hommes ne viennent pas pour acheter. Ils viennent pour mesurer ce que vous savez. Et s'ils sentent que vous en savez trop, ils n'envoient pas des avocats. Avec cette phrase tournant dans ma tête, l'appel est arrivé. Ce même soir, à 20h30, le téléphone a vibré sur la table de la cuisine et le nom s'est allumé sur l'écran, Vincent. Nous nous sommes tous figés. Romain a éteint la télévision. Olivier a lancé l'enregistrement sur le matériel que le parquet avait installé cet après-midi-là. J'ai pris 3 grandes respirations comme dans l'avion et j'ai répondu avec la voix la plus brisée que je pouvais simuler. Allô, Vincent. Je suis tellement content que tu appelles, mon frère. Je traverse le pire moment de ma vie. Et à l'autre bout du fil, avec cette voix grave et chaleureuse que je connaissais depuis 12 ans, l'homme qui avait payé pour ma destruction m'a répondu, j'ai déjà entendu des choses. Antoine. C'est pour ça que j'appelle. Les amis sont là pour les moments difficiles. Dis-moi où et quand on peut se voir. Et ne t'inquiète de rien. J'ai la solution à tous tes problèmes. La solution à tous mes problèmes. La même phrase que Bastien avait utilisée le premier jour où il était entré dans mon bureau avec sa veste bordeaux et sa montre brillante. Mot pour mot. C'est là que j'ai su qu'ils avaient tous deux été formés à la même école, l'école des prédateurs qui sourient. Samedi, ai-je dit. Dans ton bureau, Vincent. Tu as toujours été comme un frère pour moi. J'ai raccroché. J'ai regardé Romain, Olivier, Alice sur l'écran d'appel vidéo, et Colette debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés. Il a mordu à l'hameçon, ai-je dit. Et Colette, ma belle-mère de 70 ans, la femme qui avait traversé le pays avec 828 € dans son sac pour voir sa propre fille tomber, a secoué lentement la tête et m'a corrigé avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant, pas encore. Mon garçon. Les gros poissons ne tombent pas quand ils mordent à l'hameçon. Ils tombent quand ils ne peuvent plus le recracher. Samedi, ne le laisse pas le recracher. Il y a une chose que j'ai apprise en 20 ans de commerce. Les hommes puissants n'ont pas peur de la police, des juges ou des avocats. Ils ont peur d'une chose, de leur propre voix, disant la vérité devant des témoins. Et samedi à 10h, je suis entré dans le bureau de Vincent pour obtenir exactement cela, sa voix. Je me suis habillé comme un homme vaincu, une chemise délibérément froissée, une barbe de 3 jours, des cernes sous les yeux que je n'avais pas à simuler car ils étaient réels.
Dans la poche de ma chemise, un microphone de la taille d'un bouton, autorisé par la police. Sur le parking de l'entreprise de construction, dans une camionnette grise, 2 agents écoutant chaque mot. Et chez moi, autour du téléphone, Romain, Olivier et Madame Colette qui attendaient. Vincent m'a accueilli avec une étreinte, une longue étreinte avec des tapes dans le dos, le genre d'étreinte que se donnent les frères. Il m'a fait asseoir sur le canapé en cuir de son bureau, m'a servi un whisky auquel je n'ai pas touché, et s'est assis en face de moi avec le regard le plus compatissant du monde. Dis-moi tout, Antoine, que s'est-il passé? Et je lui ai raconté la version que nous avions répétée avec Alice pendant 2 jours, qu'un consultant m'avait escroqué, qu'il y avait de faux documents, que ma femme était impliquée et détenue, que la banque avait gelé mes comptes d'exploitation à cause de l'enquête. Que j'avais la paie à verser lundi et que je n'avais pas assez, que je pensais à vendre. J'ai donné la performance de ma vie. Ma voix a tremblé là où elle devait trembler. Je me suis effondré là où je devais m'effondrer. Et Vincent a écouté, a hoché la tête, m'a serré l'épaule, et sous toute cette compassion théâtrale, je pouvais voir ses yeux, les yeux d'un homme qui fait des calculs. De combien as-tu besoin pour la paix, a-t-il demandé. 36 800 €. Mais sans un pansement, Vincent, le problème c'est que je ne peux pas sauver l'entreprise. Entre les avocats, la fraude, le scandale, les fournisseurs ne veulent plus me livrer. Je pense à la vendre à bas prix avant qu'elle ne vaille plus rien. Et là, mon client depuis 12 ans, mon frère, le témoin de mon mariage, s'est adossé à sa chaise, a croisé les mains comme pour prier, et a prononcé la phrase qu'il répétait depuis 4 mois. Antoine, je t'achète l'intégralité de l'entreprise de distribution tout de suite. 276 000 € en un seul paiement, et je me charge des problèmes juridiques. C'est moins que ce que ça vaut, je sais. Mais c'est de l'argent garanti dans ta main aujourd'hui. L'entreprise vaut plus morte que vive pour toi, mon frère. Et plus vive que jamais pour moi. Mot pour mot. La phrase de l'email. Vaut plus morte que vive pour toi. Plus vive que jamais pour moi. Il l'a dit de ses propres lèvres, avec sa propre voix, dans son propre bureau, directement dans le microphone que la police enregistrait. Mais la partie la plus importante manquait. Il fallait qu'il avoue qu'il savait. Et pour cela, Alice m'avait préparé le coup de grâce. J'ai baissé la tête. J'ai laissé passer un long silence et j'ai ensuite lancé l'appât. 276 000 € pour une entreprise qui facture 2 millions par an. Quelle coïncidence, Vincent. Le consultant qui m'a détruit a aussi commencé par m'offrir des solutions. Il s'appelait Bastien. Tu ne le connais pas, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux juste à temps pour le voir. Un battement de cils, une demi-seconde de glace dans son regard, et puis le sourire de vendeur recollé. Et pourquoi le connaîtrais-je? Parce que lui te connaît. Il a été arrêté. Vincent. Et il parle. Il dit des choses folles. Il dit que quelqu'un l'a payé 57 040 € en avance depuis le compte d'une entreprise de construction. Il dit qu'on lui a même donné le tuyau sur l'endroit où ma femme faisait du pilate. Imagine le niveau de ces mensonges. J'ai dit à la police. Ça ne peut pas être mon Vincent. Mon Vincent est mon frère. 12 ans. Mon Vincent m'offre d'acheter mon entreprise en ce moment même. Comment cela pourrait-il être lui? Le silence dans ce bureau était si épais que je pouvais entendre la climatisation. Vincent s'est levé lentement, a marché jusqu'à la fenêtre, et de là, me tournant le dos, il a commis l'erreur que font tous les hommes puissants quand ils pensent parler à un homme brisé. Il a pris trop de confiance. Combien veux-tu? Antoine, ne joue pas à l'idiot. Il s'est retourné. Il n'y avait plus de sourire, plus de frère. Il y avait un prédateur avec son masque à la main. Tu sais parfaitement ce qui s'est passé, et je sais parfaitement que tu sais que cet idiot de Bastien s'est fait prendre en s'amusant avec ta femme plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas ça le travail. Le travail, c'était propre, la signature, le transfert. Et maintenant? Combien tu veux pour oublier toute cette histoire? Donne ton prix. Je te paie toute la dette. Les 349 600 € aujourd'hui. Je te paie le double si tu veux. Toi et moi savons très bien qu'un procès contre moi te coûtera 10 ans et toutes tes économies. Et qu'on ne touche pas aux gars comme moi. Sois intelligent pour une fois dans ta vie, Antoine. Ne sois pas le chien fidèle que tout le monde dit que tu es. C'était un aveu complet,
de la corruption et de l'intimidation en 40 secondes d'audio parfaitement clair. Je me suis levé du canapé, j'ai lissé ma chemise froissée, et pour la première fois de toute cette réunion, j'ai parlé avec ma vraie voix. Tu sais quel a toujours été ton problème, Vincent? Tu mesures tout le monde à ta propre aune. Tu as envoyé un escroc pour étudier les fissures de ma maison, mais tu n'as jamais étudié les miennes. Je n'ai pas de prix. Et en tant que chien fidèle. J'ai déboutonné ma chemise et lui ai montré le microphone. Je suis venu aujourd'hui avec une laisse du parquet. Je n'oublierai jamais son visage, cet effondrement au ralenti. Il a couru vers le bureau. Qui sait ce qu'il cherchait, mais la porte s'ouvrait déjà. Les deux agents de la camionnette grise sont entrés avec un mandat à la main. Vincent a été escorté hors de sa propre entreprise de construction un samedi à midi, devant ses employés de l'équipe du week-end, répétant à voix haute qu'il connaissait le préfet, que ça n'allait pas se terminer là, qu'il était Vincent. Personne ne lui a répondu. Les hommes comme lui ne tombent pas avec des cris. Ils tombent en silence. Les mois qui ont suivi sont passés comme le font les tempêtes, d'abord avec du bruit, puis avec le nettoyage. Bastien a été condamné pour fraude, faux et usage de faux, et association de malfaiteurs. Ces enregistrements, ceux qu'il avait sortis pour couler Sophie, ont fini par le couler lui. Audrey, la dame aux pharmacies, a témoigné avec une force d'âme qui a fait pleurer la moitié de la salle d'audience. Et grâce au dossier, elle a récupéré une partie de ce qu'il lui avait volé des années auparavant. À la fin de son témoignage, elle est passée près de moi, m'a serré la main et m'a dit « Vous êtes resté assis à temps ». Je me suis levé pour crier. Ne vous levez jamais pour crier. Vincent l'Intouchable a appris qu'on pouvait le toucher. Sa propre voix enregistrée offrant 699 200 € pour mon silence. Aucun avocat coûteux n'a pu lui faire recracher ça. BTP Rhône-Alpes a payé chaque centime de la dette dans le cadre de l'accord de règlement, et il est en attente de son procès pour fraude et complicité. Son entreprise est gérée par un conseil d'administration. Son nom, qu'il aimait en répéter, n'apparaît plus que dans les dossiers juridiques. Et Sophie. Sophie a conclu un accord avec le procureur, a rendu ce qui restait, a accepté sa responsabilité dans la falsification, et purge une peine réduite. Le divorce a été rapide. La loi protège les personnes escroquées, et chaque brique de ce qui était à moi est restée là où elle devait être. Je ne l'ai jamais revue. Elle m'a écrit une lettre de là où elle est, demandant pardon, disant que Bastien l'avait empoisonnée à petit feu, qu'elle n'était pas comme ça. Peut-être, mais j'ai entendu l'audio. Il me fait confiance comme à un chien. Certaines phrases ne sont plantées par personne. Elles naissent du cœur qui les prononce. Colette a lu la lettre avant moi. Elle me l'a apportée dans la cuisine, l'a posée sur la table et a dit « Réponds-lui si tu veux, mon garçon, mais fais-le pour toi, pas pour elle. La culpabilité de quelqu'un d'autre n'est pas une valise que tu devrais porter. » Je n'y ai pas répondu. J'ai gardé la lettre dans une boîte avec une photo de la plage que j'avais sauvée de la poubelle le soir même, parce que ces 11 années ont bel et bien existé. Les nier serait me mentir à moi-même, et j'ai eu assez de mensonges pour 3 vies. Aujourd'hui, 1 an plus tard, l'entreprise de distribution se porte mieux que jamais. Olivier est mon associé à hauteur de 20%. Il l'a mérité. Romain dirige la nouvelle succursale et chaque fois que quelqu'un lui demande comment il a obtenu le poste, il répond sérieusement « J'ai trahi ma sœur ». Il laisse les gens se figer pendant 3 secondes, puis raconte toute l'histoire. Il dit « La loyauté, ce n'est pas le sang, c'est le comportement ». Et Madame Colette vit avec nous dans la grande maison, dans la chambre qui donne sur le jardin. Elle se tient toujours aussi droite qu'un soldat, arrose ses plantes, et le dimanche, elle cuisine pour une armée. La semaine dernière, je l'ai trouvée dans le salon en train de raconter toute cette histoire à une voisine. Et quand elle en est arrivée à la partie sur l'avion, je l'ai entendu dire, et là, il y avait mon gendre, 2 rangées derrière, sur le point de se lever et de crier comme n'importe quel homme l'aurait fait. Mais Dieu, et mon fils Romain, lui ont envoyé un message à temps. Parce que crier, ma chère, c'est pour ceux qui perdent. Ceux qui gagnent, restent assis silencieusement à regarder le spectacle. Elle a levé sa tasse de café, m'a fait un clin d'œil depuis le canapé, et a terminé par la phrase qui résume tout ce que j'ai vécu, et le spectacle, quand on sait attendre, finit toujours de la même manière, avec les tricheurs applaudis par leurs femmes. Je veux dire, menottés par la justice. Elle a ri de sa propre blague, comme rient les grands-mères. Et moi, depuis l'encadrement de la porte de la cuisine,
j'ai compris que c'était ça, la paix, une maison sans mensonge, une entreprise propre, et une belle-mère de 70 ans qui a traversé tout un pays pour m'apprendre que la vraie famille n'est pas celle qui signe un papier avec vous. C'est celle qui s'assoit 2 rangées derrière vos ennemis et ne se lève pas tant qu'elle ne vous voit pas en sécurité.